Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une série d'expériences sur la physique des grains, la physique du château de sable. Et tout ça, c'est pour vous parler d'architecture de construction en terre, mais aussi où on verra qu'il y a des analogies avec les bétons. Alors, le sujet qui nous préoccupe en premier lieu au laboratoire Cratère, c'est la construction en terre crue. La muraille de Chine, par exemple, est l'œuvre architecturale la plus grande de notre planète. Et pourtant, contrairement à ce que croient la plupart d'entre vous, cette grande muraille n'est pas uniquement construite en pierre. Elle est construite en terre crue, comme on le voit sur cette image, sur des milliers de kilomètres. Et ce qui est fascinant avec cette grande muraille, c'est qu'elle change de nature avec le sol sur lequel elle est construite. Elle est en pierre sur la pierre, en terre sur la terre, et parfois même, on le verra peut-être tout à l'heure, en sable sur le sable. Et cette logique est la même sur tous les continents habités, de sorte qu'aujourd'hui, on estime que la moitié de l'humanité vit dans un habitat en terre crue. Tout simplement parce que les hommes et les femmes qui construisent, en général, construisent avec les matériaux qu'ils ont sous leurs pieds. Parfois, à des centaines de kilomètres à la ronde, les êtres humains n'ont pas d'autres matériaux pour construire. C'est le cas, par exemple, on le voit sur cette magnifique photo de Djenné, qui est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On voit là sur ce paysage qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de pierre, et donc, en toute logique, la terre est la seule alternative pour construire. Puisque pour cuire la terre, pour faire de la terre cuite, il faut encore disposer de suffisamment de bois ou de matériaux qui brûlent pour pouvoir chauffer cette terre. Alors en même temps, il ne faut pas du tout imaginer que cette architecture de terre est une architecture exotique. On la trouve chez nous, aux quatre coins de France. Les quatre techniques principales traditionnelles sont représentées aux quatre coins du pays. Vous avez par exemple, chez nous, en région Rhône-Alpes, les maisons en pisé, le pisé qui est une des techniques de construction en terre, il en existe plein d'autres. Les maisons en bauge, ça c'est des maisons qu'on va trouver surtout dans la région Bretagne, etc., au nord-est de la France. Au sud-ouest, on va trouver des maisons en briques crues, on appelle ça des adobes. Donc ça c'est autour de Toulouse et puis dans le Gers, beaucoup de maisons en adobe. Et puis tout le nord de la France est traditionnellement recouvert de maisons à colombage, qui sont aussi appelées des maisons en torchis, et qui sont tout simplement des maisons à ossature bois remplies de terre crue, enfin de terre et de paille. Et cette architecture de terre, en France, en Europe, c'est pas juste une architecture rurale de plein pied, puisqu'on a aussi des châteaux. Voici par exemple un château dans la région Rhône-Alpes qui date du XVIIIe siècle et qui est construit en pisé, entièrement en terre crue, c'est-à-dire qu'il y a un enduit par-dessus la terre, mais derrière, c'est que de la terre crue, 100% de terre crue. Et il y a aussi des palais, comme par exemple le palais de l'Alhambra à Grenade, dont la muraille extérieure est en grande partie construite en terre crue. Et on trouve même cette architecture en terre crue au cœur des grandes villes européennes. Par exemple à Strasbourg, à Troyes, etc. Dans le centre-ville, on a des maisons à colombage, des maisons en torchis, donc ossature bois, remplissage, terre. Et puis même à Lyon, on a des maisons entièrement en terre, des immeubles qui peuvent atteindre jusqu'à 4 étages, construits en terre crue selon la technique du pisé. Donc c'est vraiment une architecture qui n'est ni rurale ni exotique, et il est très étonnant qu'elle ait été oubliée, d'autant plus que depuis que l'homme utilise la terre, depuis que l'homme a découvert l'art de bâtir en dur, il utilise de la terre crue pour construire son habitat. Vous voyez par exemple ici une brique de 9000 ans en terre crue. On voit à la surface de cette brique les traces des doigts, des pouces du maçon qui a modelé cette brique il y a 9000 ans. Et puis surtout, les premières villes de Mésopotamie étaient essentiellement construites en briques de terre crue. Donc
toutes les villes célèbres comme Babylone, Ur, etc. C'était des villes en terre crue. On voit ici le site de Mari. Et donc, avec la naissance des premiers hameaux et de l'agriculture, puis des premières cités et de l'écriture, l'architecture de terre accompagne les développements de notre civilisation depuis ses débuts. Et c'est ça un petit peu le message important à faire passer, c'est que finalement ce matériau terre, c'est pas une alternative qu'on découvre à l'occasion d'un salon écologique, c'est la norme depuis plus de 11 000 ans. Et cette tradition de 11 000 ans, elle est aujourd'hui renouvelée par des architectes de talent un peu dans tous les pays, aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Par exemple, vous aurez une conférence prochainement de Martin Rohr, qui est un architecte, enfin qui est à la base un sculpteur et céramiste autrichien, qui a en particulier réalisé la chapelle de la Réconciliation que vous voyez à gauche, ou une maison encore plus récente, entièrement en pisé sur la droite. Rick Joy aux États-Unis, Shin Jun-chik en Corée du Sud, Serge Mailly, qui est un Français qui travaille en Inde et qui est spécialiste des ouvrages de grande portée, des voûtes et des coupoles. Daniel Duchert, qui est architecte d'intérieur allemand et qui travaille, qui s'intéresse à la terre pour l'architecture d'intérieur, pour le graphisme et le design. Et puis, on a des jeunes entreprises, par exemple en région Rhône-Alpes, Caracol, Heliopsis, qui sont des entreprises qui font aujourd'hui des chantiers en pisé, en terre crue. Alors il y a un projet assez important qui a été réalisé dans les années 80 qui reste assez unique parce que c'est un des seuls projets au niveau mondial de grande taille à l'échelle collective. Donc c'est le domaine de la terre à Villefontaine en Isère, qui était tout un quartier de logements sociaux réalisé en 86 en terre crue. Alors parmi les exemples d'architecture en terre crue, un des plus emblématiques et des plus fascinants, c'est Shibam. Shibam, c'est une ville de 7000 habitants au Yémen, et elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en tant que première cité gratte-ciel, plus ancienne cité gratte-ciel de l'humanité. Elle est constituée d'immeubles qui ont plus de 500 ans, et ce qui est très étonnant, c'est que tous ces immeubles sont construits en terre crue. Alors on voit ici les maçons de la ville de Shibam qui façonnent des briques. Selon la technique de l'adobe, donc la terre est malaxée à l'état de pâte à modeler, on parle d'état plastique, et elle est moulée dans des moules en bois. Et juste comme ça, ces maçons ont réussi à construire des immeubles de 30 mètres de haut, de 8 étages. Et là, il y a quelque chose pour un scientifique, pour un physicien, de profondément inacceptable. Comment se fait-il qu'on puisse construire des immeubles de 30 mètres de haut avec un matériau qui se change si facilement en boue? Autrement dit, comment ça tient? Et comment ça tient, c'est la question centrale à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui à travers une série d'expériences pédagogiques sur la matière en grains. Donc effectivement, pour comprendre comment ça tient, il faut s'intéresser aux matériaux, à la terre, et en particulier à ses constituants. Donc pour comprendre de quoi est constituée la terre, en général on trie les grains qui la constituent avec des tamis, et on donne des noms complètement arbitraires aux grains qui constituent la terre en fonction de leur taille. Donc les grains les plus gros sont les cailloux, ensuite les graviers, ensuite les sables, les siltes, qu'on appelle aussi des limons. Donc si on observe ces siltes, on voit que c'est des grains de plus en plus petits, donc on a du mal à les discerner à l'œil nu. Si on les observe avec un microscope, on se rend compte que ça ressemble à des sables. Donc tous ces grains, cailloux, graviers, sables et siltes, globalement ce sont des grains sphériques qui sont constitués des mêmes minéraux, et là, ce qui les différencie, c'est uniquement leur taille. Et puis en dessous des siltes, il y a d'autres grains qui sont plus petits, encore plus petits, qui sont les argiles. On ne peut pas discerner les grains à l'œil nu, mais si on les regarde avec un microscope électronique,
on voit que ça ressemble à ça. Ce sont aussi des grains, mais ils ont la particularité d'être plats. Donc les argiles ont deux particularités qui vont leur donner des propriétés différentes à notre échelle. La première, c'est que ce sont des grains plats, et la deuxième, c'est que ce sont des grains très petits, de taille inférieure à 2 microns. Donc c'est pour ça que les argiles, on va vous les présenter à la fin des expériences qui sont ici, puisque les argiles ont des propriétés complètement différentes des autres grains. Alors, en général, on oppose beaucoup le béton et la terre. Pourtant, en regardant ces deux matériaux avec un œil de physicien, on se rend compte qu'ils sont très proches, puisque les deux sont constitués de grains, gravier, sable et ciment pour le béton, et puis avec une taille de grain beaucoup plus élargie pour la terre, cailloux, gravier, sable, silt et argile. On a l'habitude de dire que la colle dans les bétons, c'est le ciment. Donc un béton, plus scientifiquement, c'est un béton de ciment, puisque le béton, c'est juste un terme très générique qui veut dire matière granulaire agglomérée par un liant. Et la terre, finalement, le liant de la terre, c'est l'argile. Donc la terre est un béton d'argile scientifiquement. Donc on voit que ces deux matériaux sont très très proches. Et puis des chercheurs très récemment ont comparé les ciments et les argiles, les microscopiques particules qui constituent le ciment et les argiles. Et en particulier Henri Vandamme a travaillé là-dessus. Et on voit qu'il y a des propriétés très très proches entre les ciments et les argiles. Alors, la première partie des expériences qu'on va vous présenter concerne les grains secs. On a fait une sélection très draconienne sur les grains secs. Parmi les expériences qu'on ne vous montre pas ce soir, il y a des expériences qui montrent que la matière en grains peut être à la fois fluide et à la fois solide. Et ça, c'est une propriété très importante pour tous les bétons, puisque ce qui fait que les bétons sont si intéressants pour construire aujourd'hui, c'est justement cette propriété qu'ils ont d'être mis en œuvre à l'état liquide et ensuite de passer à l'état solide par réaction chimique. La terre, c'est la même chose, sauf que pour passer de l'état liquide à l'état solide, il n'y a pas de réaction chimique, il y a juste une compression, donc en tout cas pour le pisé qui est présenté ici, puisque entre le tas de terre à gauche et le mur en pisé qui vient juste d'être décoffré, la seule différence, c'est la proportion de vide qu'il y a entre les grains. Donc dans le cas du tas de terre, il y a 50% de vide, et dans le cas du mur en pisé, il y a 30% de vide. Et cette seule différence permet de passer de l'état fluide à l'état solide, et donc permet d'obtenir des matériaux cohérents qui tiennent très bien. Alors on va commencer, on va vous montrer quelques expériences sur la matière en grains sèches, et en particulier on va commencer avec cette première expérience. Donc ici, vous avez un cadre avec des billes au fond et puis un trou pour laisser passer les billes. Donc je retourne le cadre exactement comme si c'était un sablier. Et on voit qu'immédiatement, les billes se bloquent. Alors, on peut casser l'arc qui s'est formé. Celui-là est très solide. Voilà. Et on voit qu'à chaque fois, il y a un arc qui se forme à nouveau. Alors pourquoi est-ce qu'un arc se forme? Tout simplement parce qu'il y a des forces qui interagissent entre les grains, qui sont des forces de frottement. Donc les forces de frottement entre les grains, c'est une propriété qui est très importante dans la matière en grains et dans la terre et dans les bétons aussi. Et là, on le voit à l'échelle de billes de verre, mais on peut aussi les voir à l'échelle de grains beaucoup plus petits, comme des silts dans ce cadre. Alors ici, on a juste versé du silt entre deux plaques verticales et on fait couler le silt en ouvrant une trappe. Et on voit que la matière en grains, encore une fois, forme des arcs. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a vous les voyez peut-être pas très bien, mais ici et ici, on a disposé des petits morceaux de bois qui peuvent servir de support à la formation des arcs, exactement comme dans l'expérience du sablier. Alors, c'est la formation d'arcs et plus généralement de voûtes et de coupoles, on les retrouve beaucoup dans la nature. Donc ici, vous avez des arcs qui se forment dans les roches sédimentaires.
Donc qui sont les roches sédimentaires qui sont des roches constituées de grains agglomérés par des ciments aussi, c'est des bétons naturels. Et puis dans l'architecture, c'est beaucoup utilisé évidemment. Donc ici les grains ce sont des briques, donc on peut faire toutes sortes de systèmes constructifs avec des grains qui tiennent par frottement. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages architecturaux qui fonctionnent sur ce principe-là. Et puis, dans des bâtiments en terre de notre région, on voit qu'on peut même faire des ouvertures sans avoir besoin d'utiliser des linteaux, puisque naturellement, la terre adopte la forme d'arc. Alors, cette formation d'arc, on va voir qu'en fait, elle a lieu y compris à l'intérieur de la matière. Donc, on va le voir avec deux expériences ici. La première, c'est cette expérience où on a une balance. Et puis, au-dessus de la balance, on a un plateau sur lequel on a disposé un tube. Le tube et le plateau ne reposent pas sur la balance. Par contre, si on verse des grains dans le tube, ils vont appuyer sur la balance et on va pouvoir mesurer leur poids grâce à la balance. Donc, on va verser 3 verres remplis à moitié de grains et comme ça, on va pouvoir mesurer le poids de ces 3 verres. Donc, on commence par un premier volume. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on arrive à un peu plus de 50 grammes. Donc ici, on a 500 grammes. Non, 100 grammes, pardon. Un deuxième volume. Donc au lieu d'avoir le double, c'est-à-dire 200 grammes, on voit que le poids sur la balance n'a quasiment pas évolué. Un troisième volume. Encore une fois, on voit qu'on reste très proche des 100 grammes. Alors on peut comme ça remplir le tube entier. Et on voit très bien que le poids n'évolue pas sur la balance. Alors ça, c'est dû justement à ces arcs qui se forment dans la matière à l'intérieur du tube, puisque ici, le support qu'on a vu dans le cadre du sablier, dans le cadre des arcs en poudre, le support, il est joué par le tube, et tous les arcs qui se forment à l'intérieur de la matière prennent appui sur le tube. Donc finalement, les arcs dévient les efforts, dévient le poids qu'ils supportent, et tout le poids est transmis au tube, de sorte que le poids qui est indiqué sur la balance, c'est seulement le poids de la petite quantité de grains nécessaire avant de former les premiers arcs. Alors il y a une autre expérience qui montre la présence de ces arcs dans la matière en grains. Alors quand c'est en volume, ce n'est pas des arcs, c'est des coupoles. Ici on a un tube et puis on met un bâton à l'intérieur et on va juste verser du sable entre les deux. On tasse un peu. Donc ça, c'est une expérience qu'aimait beaucoup faire Pierre-Gilles de Gênes quand il parlait de matière granulaire aux enfants. Donc en tassant les grains, la matière se réorganise, se compacte. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on ne peut absolument pas enlever le bâton du tube. Même en tirant extrêmement fort, on ne peut pas l'enlever. Le sable a complètement bloqué le bâton dans le tube, alors que pourtant, quand on l'a versé, il se comportait comme un liquide. Voilà, vous voyez bien. Donc ici, c'est la même chose, l'explication scientifique c'est la même. Il y a des arcs qui se forment dans la matière en grains, dans le sable, entre le bâton et le tube, et ces arcs prennent appui à la fois sur le tube et à la fois sur le bâton, et quand on tire, on met en compression les arcs qui sont à l'envers, en fait, puisqu'il y a des arcs, il y en a qui se forment à la fois dans ce sens et à la fois dans ce sens. En tirant, on met en compression ces arcs, et c'est comme si on tirait sur une clé de voûte dans une coupole. On ne fait que consolider la coupole. Donc pour pouvoir enlever le bâton, il faut casser tous ces arcs qui se sont formés, et donc il faut secouer.
Et en secouant, on peut retirer le bâton. Alors ici, vous avez... non, ça j'en parlerai tout à l'heure, excusez-moi. Je vais d'abord continuer avec cette expérience. Donc, on vous a parlé des arcs qui se forment dans la matière. Scientifiquement, c'est un nom, ça s'appelle les chaînes de force. Et on va pouvoir les observer concrètement avec cette expérience où on utilise des grains qui sont constitués d'une matière photoélastique, donc c'est un plastique un peu particulier, qui sont éclairés en lumière polarisée. Donc ici, vous avez justement un grain en 2 dimensions de cette matière, et si on la met devant une lumière polarisée, quand j'appuie dessus, on voit des couleurs apparaître. En fait, on voit où passent les efforts, les contraintes dans cette matière. Donc ça, c'est possible d'utiliser cette propriété. Par exemple, ici, vous avez un cadre dans lequel on a mis plusieurs grains. Alors, on peut imaginer que ce soit comme un coffrage dans lequel on verse de la terre, et quand on fait du pisé, on comprime la matière avec un pisoir. Donc, imaginons qu'on se soit de la terre qu'on a versée dans un coffrage et qu'on va comprimer. Que se passe-t-il quand on comprime? On appuie sur les grains en surface et on voit que là où apparaissent des couleurs, là où ça apparaît plus blanc, c'est là où passent les efforts qui sont transmis à travers les grains. Donc c'est ça les chaînes de force, et c'est dû au frottement entre les grains. Donc il y a plusieurs choses à voir ici. Donc la première chose, c'est que les efforts ne sont pas du tout transmis de manière homogène dans la matière en grains. Il y a des chemins de préférence où passent les efforts, qui sont liés à l'organisation des grains au contact. Et puis, si on regarde tout le volume, on voit que moi j'appuie toujours vers le bas, et pourtant on voit qu'il y a des chaînes de force qui dirigent les efforts vers le côté. Par exemple ici, on voit que les efforts se propagent sur le côté, donc finalement l'effort que je donne vers le bas, il est dévié sur les côtés et il part dans les coffrages, dans le cas du pisé. Et dans le cas des bétons, c'est la même chose. Le poids propre des bétons et la force appliquée pour comprimer le pisé sont souvent déviés dans les coffrages, ce qui fait qu'on doit avoir des coffrages très très résistants. Et puis la dernière chose qu'on peut voir, c'est que quand on appuie, là ça s'est bloqué un peu en bas, quand on appuie très fort, on comprime très bien les grains qui sont tout en haut, mais plus on va vers le bas et moins c'est comprimé. Donc du fait que les chaînes de force dévient les efforts sur le côté, on va avoir de plus en plus de mal à comprimer la matière au fur et à mesure où on descend. Donc c'est pour cette raison Donc je reviens sur le début de l'expérience. Ici, je vous ai dit que les coffrages devaient être très résistants. C'est la même chose pour les silos à grains. Ici, vous avez un accident spectaculaire de silos à grains. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand on dimensionnait les silos à grains, on ne savait pas que les efforts de la matière, enfin le poids propre des grains, allait se diriger vers les côtés. Du coup, on ne dimensionnait pas correctement les silos à grains. Il y avait des effondrements spectaculaires qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, grâce à la connaissance de l'existence de ces chaînes de force, on comprend mieux comment se dirigent les efforts. Là, c'est quelqu'un qui est en train de piser un mur en terre. Donc on verse de la terre à l'état liquide. Et puis ensuite, on la comprime. Exactement comme ce que je viens de vous montrer avec cette expérience. Et voilà le résultat. Donc vous voyez ici que les coffrages sont assez impressionnants. Ils sont très très résistants, justement pour résister à la pression des grains et de la compression. Voilà le résultat. Donc on voit ici, on aperçoit que c'est comme des couches, le pisé. Pourquoi c'est comme des couches? Parce que ça se met en œuvre en fines couches. Si vous versez de la terre sur 50 cm et que vous comprimez la terre, vous obtenez ce que vous avez à l'image, c'est-à-dire que le haut de la couche est assez bien comprimé. Par contre, plus vous allez vers le bas, moins la terre est comprimée. Et même si vous tapez plus fort sur le haut de la couche, les efforts partiront toujours vers le côté et on n'arrivera jamais à comprimer le bas de la couche. C'est pour ça que le pisé se comprime en fines couches.
Donc voilà une série d'expériences sur la matière en grains sèches. Maintenant, on va vous parler de qu'est-ce qui se passe quand on ajoute de l'eau entre les grains. Donc pour voir ce que provoque l'ajout d'un nouvel élément qui est l'eau, on va commencer avec cette expérience. Alors de ce côté-là, on a du sable fin, sec, que je vais faire couler dans une assiette qui est sèche elle aussi. Alors ça c'est une physique dont on va peu parler aujourd'hui, qui est la physique du tas de sable. Donc ce sable qui coule, il forme un tas. Et un tas, c'est une forme géométrique presque parfaite. C'est un cône de révolution qui est très spécial parce qu'il garde toujours la même pente au fur et à mesure qu'il s'agrandit. Donc on ne voit pas très bien sur l'image, mais il se crée en fait une succession d'avalanches qui empêche la pente d'augmenter. Dès que la pente devient trop importante, il y a une avalanche et cette pente reste toujours constante. Donc ça, c'est somme toute quelque chose d'assez classique pour vous, que vous avez déjà vu. On va faire la même chose à côté, sauf que on va ajouter de l'eau. On va ajouter dans l'assiette et on va faire couler du sable sec dans cette assiette. Alors au début, le sable se disperse complètement dans l'eau. Et puis très vite, une fois que le sable dépasse la surface du liquide, il se forme une petite stalagmite de sable, une petite colonne. Alors au début, on aurait pu attendre que dans l'eau, ça se disperse encore plus, mais finalement, c'est exactement l'inverse. On a cette fois des surfaces presque verticales, enfin verticales. Et cette petite structure verticale, c'est le fruit de l'action conjuguée des remontées capillaires, c'est-à-dire le fait que l'eau remonte entre les grains, et de la cohésion capillaire, autrement dit le fait que l'eau colle les grains comme dans un château de sable. Donc avec la physique du tas de sable qu'on a vu juste avant, de manière très peu détaillée, on a juste des interactions de contact et de frottement entre les grains. Ici on rajoute un nouvel élément qui est l'eau, et en ajoutant de l'eau, on ajoute de nouvelles forces qui sont les forces capillaires, qu'on appelle aussi tension superficielle. Et à partir de là, on a apparition d'une nouvelle physique, qui est la physique des milieux granulaires humides, qu'on peut appeler la physique du château de sable. Donc pour comprendre cette physique du château de sable, on est obligé de faire un petit crochet, un petit détour par les liquides pour vous rappeler ce qu'est la tension superficielle ou les forces capillaires. Alors une expérience assez simple pour mettre en évidence les forces capillaires consiste à poser un trombone en métal sur l'eau. Alors si je fais ça brutalement, ça coule. Donc le métal coule. Si je fais ça beaucoup plus délicatement, en posant le trombone bien à plat à la surface de l'eau, avec un papier buvard, et si je fais couler ce papier, on voit que le trombone en métal flotte sur l'eau. Alors la force ici qui fait flotter ce métal sur l'eau, c'est justement la tension superficielle, c'est les forces capillaires. Et c'est cette même force qui fait flotter ici le métal qui fait tenir les grains dans un château de sable. Et on va voir aussi que ces forces capillaires, elles jouent un rôle très important pour la cohésion d'un mur en terre et pour la cohésion d'un mur en terre. Alors une autre manière de mettre les forces capillaires en évidence, la tension superficielle plutôt, c'est de regarder ce qui se passe entre de l'eau et de l'huile. De la même manière qu'il y a une tension superficielle entre l'eau et l'air, il y a aussi une tension interfaciale entre l'eau et l'huile.
Donc ici, je vais simplement toucher cette interface entre l'eau et l'huile avec... Je vais simplement toucher cette interface avec un petit morceau de bois. Et quand je fais ça, on a l'impression que c'est une toile tendue élastique. C'est comme une toile tendue élastique sur laquelle il faut appuyer pour pouvoir l'allonger. Et dès que j'arrête d'appuyer, cette interface se remet à sa surface minimale. Donc la tension superficielle, ça traduit vraiment l'idée que l'eau et l'huile se repoussent. Elles essaient toujours d'avoir un minimum de surface en contact. C'est la même chose pour l'eau et l'air. Alors maintenant, on va ajouter une troisième phase, une phase solide. Ah oui. Alors d'abord, dans cette huile, je vais rajouter des petites gouttes d'eau colorée. Et quand je fais ça, on voit que cette eau colorée dans l'huile, ça forme des sphères, puisque la sphère, c'est la surface minimum pour un volume donné. Donc c'est toujours cette idée de répulsion entre l'eau et l'huile. L'eau essaie d'avoir un minimum de surface en contact avec l'huile, et c'est pour ça que ça forme des sphères. Alors maintenant, je vais rajouter une troisième phase, je vais rajouter une phase solide. On a vu ce qui se passait entre l'eau et l'air, entre l'eau et l'huile. Et maintenant, je vais faire des gouttes d'eau sur une surface solide. Donc, on a de l'air, de l'eau et un solide. Alors, je commence avec une plaque de verre. Sur le verre, l'eau s'étale très bien. La goutte d'eau est très étalée parce que le verre aime bien l'eau. On dit qu'il est hydrophile, donc ça fait une force d'attraction qui attire l'eau et qui l'étale complètement. Si je fais la même chose sur du plexiglas, cette fois on a une goutte d'eau beaucoup moins étalée, beaucoup plus arrondie, parce que le plexiglas est moins hydrophile que le verre. Et puis ensuite on a des solides très particuliers qui sont hydrophobes, c'est l'inverse hydrophile, donc ils repoussent l'eau. Donc par exemple, ici. Ici, on a un solide qui repousse tellement l'eau que l'eau forme des perles d'eau qui sont quasiment des sphères. De manière générale, les matières minérales sont hydrophiles et puis les matières issues du monde végétal ou animal souvent sont moins hydrophiles, sont plutôt hydrophobes. Donc le verre, c'est comme le sable, c'est une surface hydrophile, c'est comme les grains de sable, c'est comme les grains qui constituent la terre et les bétons. Et justement, parce qu'ils sont hydrophiles, il va y avoir une interaction entre l'eau et ces surfaces minérales qui font que l'eau va coller les grains comme dans un château de sable. Alors cette tension superficielle, on la voit dans la nature par exemple avec les araignées d'eau, les gérisses, qui marchent sur l'eau justement grâce aux tensions superficielles. Et puis cette tension superficielle, c'est ce qui fait que les petits volumes d'eau ont des formes géométriques très stables, comme par exemple les perles d'eau sur une toile d'araignée, ou les gouttes. Et c'est ce qui fait aussi que les gouttes d'eau dans l'air sont quasiment sphériques comme les gouttes d'eau dans l'huile. Alors comme je vous disais tout à l'heure, dans les surfaces naturelles comme par exemple les pétales de fleurs sont souvent hydrophobes et donc l'eau forme des perles sur ces surfaces. Alors le fait que le verre soit hydrophile, c'est ce qui produit ce qu'on voit ici et qui s'appelle les remontées capillaires. Là, vous avez une série de tubes connectés avec de l'eau colorée. On voit le niveau 0 de l'eau sur la gauche. Et plus on va vers la droite, enfin plus on va vers votre gauche, plus l'eau monte haut
dans les tubes, parce que les tubes sont de plus en plus fins. Et donc, le verre étant hydrophile, il exerce une force d'attraction sur l'eau, ça fait monter l'eau à l'intérieur du tube, c'est ça qu'on appelle les montées capillaires. Mais en même temps, cette force d'attraction vers le haut, elle est équilibrée vers la gravité, et donc plus les colonnes d'eau sont larges, plus c'est lourd, et moins ça va monter haut. Alors là, on peut voir le même phénomène entre deux plaques de verre. Donc là, on a une surface, une courbe mathématique idéale de remontée capillaire. Les deux plaques se touchent sur la gauche, elles sont en contact, et elles sont légèrement écartées de 1 mm sur la droite. Et donc on voit que plus c'est fin, plus ça monte haut. Alors dès qu'on met un bloc de terre en contact avec un liquide, le résultat c'est qu'il y a des remontées capillaires, parce qu'il y a des espaces, des porosités, des sortes de porosités entre les grains par lesquels l'eau va remonter. Donc c'est exactement comme quand vous mettez un morceau de sucre dans le café, l'eau remonte entre les grains. C'est pour ça que traditionnellement, quand on construit en terre, on a coutume de dire que pour construire un bon mur en terre, il faut toujours de bonnes bottes et un bon chapeau, de bonnes bottes, parce que le mur, s'il est en terre, s'il est en contact avec le sol mouillé, l'eau va remonter dans ce mur en terre par capillarité. Puis évidemment, il faut un bon chapeau pour protéger le haut du mur de la pluie. Alors dans les constructions plus récentes, traditionnellement ces bonnes bottes étaient faits en d'autres matériaux. Ici c'est de la pierre, ça pouvait être de la terre cuite, de la brique cuite. Aujourd'hui ça va être soit, comme on le voit ici, de petits soubassements en béton. Et puis, ce qu'on voit ici aussi, c'est que la terre change de couleur à partir d'ici. Là, c'est marron clair, et au-dessus, c'est marron plutôt foncé. Et cette partie-là, c'est de la terre mélangée à un petit peu de chaux, ou ça peut être avec un petit peu de ciment, pour justement résister à l'eau qui se concentre à la base des murs. Alors, on a vu la tension superficielle et on voit le lien avec les remontées capillaires. Cette fois, on va essayer de faire le lien entre cette tension superficielle et la cohésion capillaire, c'est-à-dire le fait que l'eau colle les grains comme dans un château de sable. Donc je fais une goutte d'eau, je prends 2 billes de verre très légèrement espacées et je fais une petite goutte d'eau. Et une fois que je fais une goutte d'eau, automatiquement, les 2 billes de verre se rapprochent comme des aimants. Donc ça, c'est dû à la tension superficielle. Alors si j'essaie d'écarter les billes, et que je les relâche, automatiquement, comme un élastique, elles se remettent en contact. Alors ça, c'est assez difficile à comprendre ici, mais en fait, quand j'espace les billes, j'augmente la surface de contact entre l'eau et l'air. Et l'eau veut toujours avoir un minimum de surface de contact avec l'air, donc elle a intérêt à ce que les billes se touchent. Alors je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais mettre beaucoup plus de billes de verre. Donc ici, à sec, si je remue, il ne se passe rien de particulier. Par contre, si je fais une flaque d'eau au milieu, automatiquement, toutes les billes se rassemblent. Elles sont collées par l'eau grâce à sa tension superficielle. Et puis ce qui est remarquable ici, on peut voir que toutes les billes se rangent de manière très ordonnée en nid d'abeille. On parle de hexagonal compact, parce que c'est la manière la plus serrée de ranger des sphères de même taille. Donc non seulement l'eau colle ces billes, mais en plus elle les range dans une configuration plus compacte.
Alors, dans un château de sable, tous les grains sont connectés par ce qu'on appelle des ponts capillaires. Donc le pont capillaire, c'est la goutte d'eau, c'est la forme que prend la goutte d'eau entre deux billes de verre ou entre deux grains de sable. Donc là, on voit le résultat entre deux billes de verre. Et cette goutte d'eau, encore une fois, forme une surface minimale. Et dans un château de sable, tous les grains sont reliés et connectés par une série de ponts capillaires, de gouttes d'eau, qui collent, qui permettent au château de sable d'avoir sa cohésion. Alors si vous essayez de faire une pyramide avec des billes sèches, c'est impossible parce que ces billes vont glisser, il n'y a pas assez de frottement et vous n'y arrivez pas. Pour réussir, il suffit de rajouter de l'eau. Dès que vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez des forces capillaires et vous allez pouvoir faire un édifice beaucoup plus haut, beaucoup plus vertical. Donc, grâce à l'eau, on peut s'opposer à la gravité et construire beaucoup plus haut. Alors là, on voit une goutte d'eau qui forme un pont capillaire entre deux plaques de verre. Et on comprend intuitivement pourquoi l'eau colle entre deux plaques de verre. Dès que vous essayez d'écarter ces lames de verre, ça crée une surface de contact entre l'eau et l'air plus importante. Et donc, énergétiquement, l'eau a intérêt à ce que ces plaques soient collées pour avoir un minimum de surface de contact avec l'air. Donc finalement, le message important de tout ça, c'est que l'eau, c'est une véritable colle. Vous voyez par exemple ici des billes de polystyrène de 2 mm de diamètre qui sont collées les unes aux autres avec des petites gouttes d'eau. Et grâce à ces petites gouttes d'eau, on peut former une chaîne qui fait environ une vingtaine de grains de polystyrène. Alors on a vu précédemment que le sable, comme le verre, est une matière hydrophile. Et maintenant, on va regarder ce qui se passerait si le sable était hydrophobe. Alors ce sable blanc, c'est un sable normal. Donc quand il est hydrophile, il aime bien l'eau. Donc quand on met des gouttes d'eau sur ce sable, l'eau est aspirée entre les gouttes d'eau. Maintenant, de ce côté-là, on a un sable traité chimiquement en surface pour repousser l'eau. Il est hydrophobe. Donc quand je fais des gouttes d'eau dessus, ben, ça fait des perles. Alors quand vous prenez le sable normal et que vous le mettez dans l'eau, il ne se passe rien de particulier, ça se disperse. Et maintenant, si on fait la même chose avec le sable hydrophobe, ça ne se disperse pas du tout, au contraire, ça forme des petits paquets. Et ce sable, il est possible de le modeler comme de la pâte à modeler, il colle sous l'eau, il a de la cohésion sous l'eau. Le résultat, c'est que on peut faire des châteaux de sable sous l'eau. Alors si on regarde attentivement ce château de sable sous l'eau, on voit qu'il brille un peu. Il brille un peu parce qu'il est tellement hydrophobe, il repousse tellement l'eau qu'il garde toujours sous l'eau une pellicule d'air autour des grains. Et donc, si on regarde cet autre pâté de sable qui est juste à côté,
Si on regarde ces deux pâtés de sable, en fait, on a une réalité inversée. De ce côté-là, vous avez des grains mouillés dans l'air et ça colle. Ça fait un pâté de sable. Et de ce côté-là, vous avez des grains enrobés d'air sous l'eau et ça colle aussi. Donc cette expérience, c'est pour illustrer l'idée. Jusqu'à maintenant, j'ai dit que l'eau, ça collait. C'est ce qui faisait la colle du château de sable. En fait, ce qui colle, c'est l'interaction entre une phase solide, une phase liquide et une phase gazeuse. Donc par exemple ici, si on enlève une des trois phases en mettant le pâté de sable sous l'eau, ça perd sa cohésion, ça s'écroule, on voit qu'il y a des bulles d'air qui s'en vont, donc l'air s'en va, il n'y a plus qu'une phase solide, une phase liquide, il n'y a plus de cohésion. Ici je fais la même chose, j'enlève l'eau, on n'a plus que des grains et de l'air, donc il n'y a plus de cohésion de nouveau. Donc l'idée importante, c'est que ce qui fait la cohésion de ces matériaux, c'est vraiment le fait d'avoir trois phases, une phase solide, une phase liquide, une phase gazeuse. Donc si vous prenez du sable sec et que vous essayez de faire une colonne avec, c'est impossible. Vous aurez toujours un angle d'environ 30 degrés et c'est impossible d'aller plus haut. Si vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous allez pouvoir faire une colonne un peu plus haute. Un peu plus d'eau, vous pourrez aller plus haut. Un peu plus d'eau, encore plus haut. Un peu plus d'eau. Et puis au bout d'un moment, s'il y a trop d'eau, il n'y a plus d'air. Et donc, s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de pont capillaire et il n'y a plus de cohésion capillaire. Et vous avez de nouveau une flaque de sable. Tu peux filmer ça. Alors, de ce côté-là, pour illustrer en fait ces trois phases, l'influence de ces trois phases, on a mis tout simplement du sable mouillé. Du sable mouillé sur une plaque en bois et avec ce marteau, je vais faire des vibrations et vous allez observer ce qui se passe. Alors dès que je fais des vibrations, ce sable semble se liquéfier totalement. Alors si on regarde de près, on voit qu'il y a de l'eau qui s'échappe et puis on voit aussi une série de bulles d'air. Et en même temps, si je reprends ce sable entre mes mains, on voit qu'il sèche à nouveau. Et alors qu'il était liquide l'instant d'avant, à nouveau il a de la cohésion. Et à nouveau on peut faire un château de sable. Et donc si je refais des vibrations, de nouveau ça se liquéfie, on voit de l'eau qui s'échappe un peu sur le côté et puis des bulles d'air. Alors pour comprendre ce qui se passe avec cette expérience, il faut reprendre ces billes de verre. L'expérience des billes de verre. Quand je tape avec le marteau, c'est exactement comme quand je vibre ces billes de verre. Le fait de vibrer, ça range ces grains de sable dans une configuration plus serrée, plus compacte. C'est pour ça qu'on voit de l'eau et de l'air sortir, puisque comme les grains sont rangés dans une configuration plus compacte, il y a moins de place entre les grains, et du coup de l'eau et de l'air s'en vont. Et ce qui s'en va en priorité, c'est l'air, ce qui fait que à la fin, il n'y a plus que de l'eau et des grains, il n'y a plus qu'une phase solide et une phase liquide, donc il n'y a plus de cohésion.
Inversement, quand je reprends ce sable entre mes doigts de cette manière, c'est exactement comme si j'appuyais sur ces billes de verre, je casse l'empilement compact et ordonné, donc je crée des porosités, des espaces vides plus grands entre les billes de verre, et à nouveau il y a de l'eau et de l'air qui peuvent rentrer entre les grains. C'est pour ça qu'on a l'impression que le sable sèche, c'est puisqu'il y a de l'air qui à nouveau peut rentrer entre les grains, et donc à nouveau on a 3 phases, et à nouveau on a de la cohésion. Donc on a vu les interactions entre l'eau et les grains. Et maintenant, on va très rapidement vous parler un peu des argiles, comme on vous l'avait dit au départ, des propriétés spécifiques des argiles. Alors avant de parler proprement des argiles, on va juste comparer la résistance d'un pâté de sable fin et d'un pâté de sable grossier. Ici, vous avez le sable fin, ici le sable grossier. Donc on va juste poser des poids dessus et mesurer leur résistance. On commence par celui-ci. Donc 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes, 600 grammes, 700 grammes, 800 grammes, 900 grammes. On fait la même chose avec le pâté de sable fin. 200 grammes. On va aller un peu plus vite. 400 grammes. 500. 700. 900. 1 kg. Donc vous voyez déjà la différence entre le poids du pâté et le poids qu'il est capable de supporter. 1 kg 200. 1 kg 400. 1 kg 500. 700. 900. 2 kg, 2 kg 2, 2 kg 4, 2 kg 5, 2 kg 7, 2 kg 9, je vais bientôt plus avoir assez de poids, 3 kg, 3 kg 2, voilà. Donc on voit que plus les grains sont fins, plus le pâté de sable est résistant. Ça, c'est dû au fait que la résistance du pâté de sable est proportionnelle au nombre de ponts capillaires. Chaque pont capillaire a une résistance donnée, et la résistance globale du pâté de sable est proportionnelle au nombre de ponts capillaires. Plus les grains sont fins, plus vous avez un nombre de ponts capillaires important entre les grains, et plus la cohésion globale du pâté est importante. Et ça, c'est très important pour les argiles, puisqu'on a vu que les argiles étaient des grains très très petits, de taille inférieure à 2 microns. Et du coup, les ponts capillaires qui existent entre ces argiles sont très très nombreux. Et en plus, les ponts capillaires sont plus forts quand les grains sont plus petits. Donc pour les argiles, les forces capillaires sont extrêmement importantes, et c'est en partie pour ça que les murs en terre sont beaucoup plus résistants que les pâtés de sable. Alors, par exemple, ici, vous avez des plaques de verre. Imaginons que ce soit des plaquettes d'argile
à notre échelle, on met juste un tout petit peu d'eau entre ces plaquettes et on voit que l'eau colle très très bien, ça vous l'avez déjà expérimenté je pense dans votre cuisine, on voit que l'eau colle très très bien les plaques de verre. Et ça, c'est dû aussi au fait que les surfaces des argiles sont planes. Donc ça, c'est une autre raison qui fait que les argiles collent beaucoup mieux que les grains de sable, c'est leur surface plane, puisque la force de cohésion est proportionnelle à la surface en contact entre les grains. Et puis en plus, on voit que c'est très difficile de séparer les plaquettes, mais on voit aussi que par contre, ça glisse très bien l'un contre l'autre. Et ça, c'est une propriété des argiles qui existe à l'échelle microscopique, mais à notre échelle, il y a une conséquence directe, c'est ce qui fait la plasticité des argiles. Et c'est ce qui fait qu'on peut modeler l'argile alors qu'on ne peut pas modeler le sable. C'est le glissement face contre face des plaquettes. Alors, du coup, on vient de comprendre que finalement, la colle de tout ça, de tous ces grains dans la terre, c'est l'eau. Alors ici, vous avez une vue au microscope électronique d'un échantillon de terre. Ce n'est pas très compréhensible tel quel, mais avec un schéma, on comprend mieux. Le cadre rouge représente un pont d'argile entre deux grains de sable. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'argile, c'est la colle dans la terre, puisque ça fait des ponts qui vont relier les grains entre eux. Mais si on regarde les ponts d'argile à une échelle plus petite encore, on se rend compte que les ponts d'argile sont constitués de plaquettes reliés entre eux par des ponts d'eau liquide à une échelle inférieure. Donc finalement, quand on dit que l'argile est la colle de la terre, réellement, c'est l'eau qui est la colle des argiles, qui est elle-même la colle de la terre. Alors du coup, il y a une question qui vient immédiatement après, c'est pourquoi, quand un mur en terre sèche, il ne s'écroule pas comme un pâté de sable. Puisque vous laissez un pâté de sable sécher au soleil, il va forcément redevenir un tas. Alors on a une expérience pour montrer ça. Ici, c'est une poudre d'argile. On en verse un peu sur la table et puis elle est sèche. Donc c'est une poudre, ça n'a pas de cohésion. Et puis juste, je vais taper dessus avec un marteau. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en tapant avec le marteau, j'ai fait une pastille. Et cette pastille, elle a de la cohésion. C'est exactement comme ça qu'on fait les comprimés pharmaceutiques, on comprime des poudres. Et pourtant, c'est de la poudre sèche. Et pourtant, ça tient, c'est cohérent, comme un mur en terre. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que les argiles ont des couches comme elles sont hydrophiles, elles ont des couches de molécules d'eau à leur surface qui ne s'en vont jamais. Même dans un air très très sec, même quand il y a une très faible humidité relative, il y a un équilibre entre les molécules d'eau qui sont dans l'air et les molécules d'eau qui sont collées sur les surfaces des argiles, qui sont très petites. Et il suffit de quelques couches de molécules d'eau sur les argiles pour former un pont capillaire qui est très petit. Le pont capillaire entre deux argiles, il est constitué de quelques couches de molécules d'eau. Donc finalement, même dans un climat très très sec, il y a toujours de l'eau dans un mur en terre qui ne s'évapore jamais. Même si on passe l'échantillon de terre à 100 degrés dans un four, l'eau ne s'évapore pas. Et c'est cette eau-là qui est responsable en grande partie de la cohésion des murs en terre. Donc ça, c'est la conclusion générale de l'atelier pédagogique. Ensuite, on a une série d'expériences sur les différences entre les argiles, puisque les argiles, c'est tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Il y a des tas d'argiles différentes qui ont des propriétés complètement différentes. Vu l'heure, on ne va pas avoir le temps de vous faire cette série d'expériences. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais en tout cas, donc ça, on va passer. Donc juste une image pour vous montrer la diversité des argiles vues au microscope électronique. Je vous en ai montré tout à l'heure, c'était des plaquettes d'argile. En fait, il y a toutes sortes d'argiles différentes. Et donc, en conclusion, avant de vous quitter... Laetitia, tu fais juste ces deux-là. Finis avec les piles. D'accord. Donc, je vais finir juste avec une dernière expérience, qui est ici. Ici, vous avez deux argiles, une blanche et une verte. La blanche, c'est une argile qui s'appelle de la kaolinite, qui est utilisée pour faire de la poterie. Et puis la verte, c'est une argile qui s'appelle de la smectite, ou de la momoriodite, qui est utilisée pour les bouts de forage ou pour faire des masques de beauté dans les cosmétiques. Donc a priori, deux poudres sèches identiques, si ce n'est leur couleur. Et puis deux volumes identiques d'eau. On va juste mélanger les deux volumes identiques d'argile avec les deux volumes identiques d'eau.
et puis on remue. Alors c'est moi qui suis tombée sur la mauvaise argile. Parce que on voit que de mon côté, l'argile verte a complètement absorbé toute l'eau et c'est devenu une pâte très très sèche, très très malléable, alors que l'argile blanche est devenue complètement liquide, alors qu'on a la même quantité d'eau. Donc ça, c'est une première expérience très simple qui montre que les argiles peuvent avoir des comportements complètement différents et qu'en fonction des argiles qui sont présentes dans la terre, on va avoir des comportements complètement différents. Par exemple, quand on met en œuvre, quand on fabrique des adobes ou du torchis, on mélange de l'eau à la terre de manière à avoir une pâte plastique. En fonction des argiles, on aura besoin d'ajouter plus ou moins d'eau. Et quand on ajoute plus ou moins d'eau, l'eau au final sèche et plus on a ajouté d'eau, plus il y aura des fissures ensuite. Donc quand on utilise des argiles gonflantes dans la terre, on a beaucoup plus de fissures. C'est pour ça qu'on ajoute quelquefois des pailles ou de la paille ou du sable, des fibres plus généralement ou du sable, pour limiter cette fissuration. Donc voilà juste... tu veux que je fasse celle-là aussi? On ne va jamais s'arrêter. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer qu'il y a des argiles différentes, et ça, c'est dû à la structure microscopique des argiles. C'est dû au fait que cette argile blanche, la kaolite, a des feuillets qui ressemblent à ça, qui sont constitués... Donc ça, c'est une plaquette, qui sont constitués de centaines de feuillets collés entre eux, mais qui ne peuvent pas s'ouvrir. C'est comme un livre qui resterait fermé. Et puis, en comparaison, les feuillets qui constituent, donc les grains qui constituent l'argile verte, ils ressemblent à ça. Donc, vous voyez, il y a une différence de taille et puis il y a une différence aussi de constitution, c'est-à-dire que les feuillets constitutifs ici, l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur, alors que pour les argiles vertes, l'eau peut rentrer entre tous les feuillets. Il n'y a pas de structure sous forme de livre. Du coup, la différence, c'est ce qu'on appelle la surface spécifique, c'est la surface disponible pour que l'eau puisse mouiller ses grains. Et cette différence de surface spécifique explique la différence de gonflement. Et puis il y a une autre différence très importante, qui est liée aux charges électriques. Donc ici, vous avez un mélange d'eau et d'argile blanche et un mélange d'eau et d'argile verte. On a mis des piles dedans en début de la conférence, et puis on regarde ce qui se passe quand on sort les électrodes. On voit que sur l'argile blanche, il n'y a pas d'électrode, il ne se passe rien, tout simplement. Et puis, du côté de l'argile verte, on voit qu'il y a un boudin qui s'est formé, un boudin d'argile qui s'est formé sur l'électrode rouge. Donc, c'est-à-dire le pôle positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les grains qui constituent l'argile verte sont chargés électriquement, et en l'occurrence, ils sont chargés négativement. Et ces charges électriques qui existent sur certaines argiles et pas sur d'autres vont donner des propriétés complètement différentes à la Terre. Et là, on passe dans un tout autre domaine d'études et de recherche, qui est la physico-chimie des boues, des pâtes. Et là, c'est les propriétés de surface de la matière qui comptent beaucoup plus que les propriétés de masse. Donc en particulier, les charges électriques vont avoir tout un tas de conséquences très pratiques sur la manipulation des boues d'argile quand on construit. Donc on va s'arrêter là. Juste en conclusion, l'atelier pédagogique dont on vous a présenté quelques expériences ici, en fait c'est constitué d'une centaine d'expériences, c'est utilisé depuis 2004 à destination de toutes sortes de publics, qui vont du scolaire, grand public, beaucoup pour les étudiants et les professionnels de la construction. Et puis, comme la personne qui nous a présenté tout à l'heure l'a précisé, il y a une exposition qui est en cours en ce moment à la Cité des Sciences, et qui aura une itinérance nationale jusqu'en 2013, qui s'appelle Matières premières pour construire demain. Il y a une petite exposition aussi qui existe, qui est destinée à circuler dans des petits centres de sciences, et qui a été coproduite par la Galerie Eureka de Chambéry et la Turbine à Annecy. Donc il y a une itinérance régionale plutôt, là d'où on vient, c'est-à-dire plutôt la région Rhône-Alpes. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a le livre Bâtir en terre, qui est en coédition Belin Cité des Sciences, qui est sorti en même temps que l'exposition et qui est disponible à la vente. Si vous voulez en savoir plus, en gros, ce livre reprend, il y a une partie sur l'architecture, et puis reprend toutes les expériences qu'on présente dans Grain de bâtisseur. Donc vous retrouverez celle-ci et puis beaucoup d'autres. Voilà, on vous remercie la Cité des Sciences de nous avoir accueillis.